Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder ensemble des thématiques d'actualité en anesthésie-réanimation. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir le professeur Taccard, professeur d'anesthésie-réanimation aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et expert de l'anaphylaxie périopératoire. Merci, professeur Taccard, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre article paru dans le British Journal of Anesthesia en juin 2024 et intitulé Épidémiologie de l'anaphylaxie périopératoire en France en 2017-2018, la 11e enquête du GERAP. Alors, je commence tout de suite avec une première question. Qu'est-ce que le GERAP? Alors, merci beaucoup pour cette invitation et pour nous donner l'occasion d'expliquer un petit peu nos travaux. Le GERAP, c'est le groupe d'études des réactions anaphylactiques périopératoires. C'est un réseau national qui regroupe actuellement une quarantaine de centres en France, mais c'est assez ouvert. Donc, il y a des centres qui entrent, des centres qui sortent. Ce réseau regroupe des allergologues, des anesthésistes réanimateurs, des immunologistes et des biologistes qui travaillent ensemble sur la thématique de l'hypersensibilité immédiate périopératoire. Et ce réseau existe depuis maintenant plus de 30 ans. C'est un réseau qui est à l'origine de la plupart des connaissances sur ces réactions périopératoires en France, avec la publication déjà de 11 enquêtes sur des périodes précises. Et ce réseau a également contribué à structurer la prise en charge de cette pathologie. C'est vraiment un réseau qui est basé sur le volontariat, puisque les gens font ça sur leur temps libre. Il marche très bien, il est très actif, et il nous permet vraiment d'avoir une connaissance assez fine et assez unique au monde sur cette problématique en France. Merci beaucoup. Euh, Pouvez-vous nous résumer les grandes lignes de l'épidémiologie de l'anaphylaxie périopératoire en France à l'heure actuelle? Alors, notre dernière enquête montre que les curares restent vraiment les premiers pourvoyeurs d'hypersensibilité immédiate périopératoire en France. On a environ 60% de nos réactions qui sont liées à ces curares. C'est 60% des réactions lorsqu'on identifie la substance en cause. Quand on regarde de plus près les curares, on voit qu'il y a une différence de risque en fonction de la molécule qu'on va étudier, avec le suxamétonium et le rocuronium qui sont plus à risque, avec quasiment 20 fois plus de risque que l'atracurium ou le sidracurium. En plus, quand on étudie les curares, on se rend compte qu'il y a des réactions croisées, puisqu'on peut être allergique à plusieurs curares différents, et malheureusement, on ne peut pas le prévoir sans faire un bilan allergologique détaillé. Ensuite, après les curares, nous avons les antibiotiques qui arrivent en deuxième position avec environ 25% des réactions. Et quand on regarde en détail les antibiotiques, on voit que la céfazoline est responsable de 50% des réactions liées aux antibiotiques. Ça soulève beaucoup de questions à l'heure actuelle parce que structurellement, c'est inattendu. La céfazoline est différente des autres céphalosporines et des pénicillines quand on regarde sa chaîne latérale. Ça devrait donc limiter le risque de réactions croisées et on devrait avoir moins de réactions. C'est d'autant plus problématique qu'une partie de nos patients n'ont jamais été exposés à la céfazoline auparavant, ce qui pose des questions sur le mode de sensibilisation. En troisième position, après les antibiotiques, nous avons les colorants qui sont responsables de réactions et parmi les colorants, c'est principalement le bleu patenté. Ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, toute substance utilisée au décours de l'intervention peut être responsable de réactions d'hypersensibilité immédiate périopératoire. Et en fait, dès qu'on utilise une molécule, elle peut donner une réaction. Il y a ce qu'on utilise en anesthésie-réanimation, mais il y a aussi ce qui peut être utilisé par le chirurgien. Et parmi ces produits, on a certains produits hémostatiques ou certaines colles qui peuvent donner des réactions, et il faut y savoir y penser quand la réaction survient notamment en cours de procédure. Enfin, un élément important de notre enquête et de nos enquêtes en général, c'est que dans près de 30% des cas, on n'arrive pas à identifier la substance qui est à l'origine de la réaction, ce qui laisse le patient sans diagnostic clair à la fin. Et c'est sur ce point qu'on travaille actuellement à l'échelle du réseau, avec le déploiement des tests de provocation aux anesthésiques généraux, mais dans des centres bien identifiés, avec un niveau d'expertise élevé. Merci beaucoup pour votre réponse. Et qu'en est-il des données internationales? Est-ce que l'épidémiologie est la même en France que dans le reste du monde?
Alors, il existe, l'épidémiologie française est proche de ce qu'on peut observer dans certains pays, mais elle est aussi très différente parfois de ce qu'on peut observer dans d'autres pays. Dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique ou l'Australie, par exemple, eh bien, finalement, leur épidémiologie est assez proche de la nôtre. On a une fréquence élevée de réactions aux curares et une fréquence élevée de réactions aux antibiotiques. À l'inverse, d'autres pays ont très peu de réactions aux curares, comme le Danemark, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Alors, c'est toujours difficile de comparer parce que les modes de recueil sont différents, mais on n'a vraiment pas le même ordre et le même ordre de grandeur de réaction pour certaines molécules. En allergologie, les facteurs environnementaux sont en fait très importants et l'allergoanesthésie n'y échappe pas. C'est-à-dire que l'épidémiologie va dépendre à la fois de l'exposition de notre population et puis de nos pratiques cliniques, on y reviendra un peu plus tard. Et lorsqu'on utilise plus certains produits, eh bien, on va avoir apparaître plus de réactions. Par exemple, quand on regarde en détail les réactions au Royaume-Uni, on voit qu'ils ont beaucoup de réactions à la théicoplanine et peu de réactions à la céphalosporine. Et tout simplement, c'est parce que là-bas, ils utilisent quasiment que la théicoplanine et pas du tout la céphalosporine. C'est en train de changer puisque maintenant, ils vont se calquer plutôt sur notre modèle et on va voir si l'épidémiologie suit la pratique. Et forcément, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on analyse nos résultats parce que on ne peut pas juste comparer les choses d'un pays à l'autre, on est obligé de se demander sur quelle base d'exposition on travaille. Merci. En quoi la connaissance de l'épidémiologie va-t-elle modifier la prise en charge des patients au quotidien? Alors, premièrement, quand on a identifié des substances qui sont plus à risque que d'autres dans une même classe pharmacologique, ça peut nous amener à adapter nos protocoles pour limiter ce risque. Le but, bien sûr, c'est pas d'éliminer ces molécules et de ne jamais les utiliser, juste parce qu'elles comportent un risque un peu plus élevé d'avoir des réactions d'hypersensibilité immédiate, mais juste, d'améliorer l'évaluation de la balance bénéfice-risque, et de choisir là où les molécules qui sont les plus adaptées pour une situation donnée. C'est tout à fait le cas des curares ou des antibiotiques. On ne va pas se passer, du rocuronium ou du succemétonium, c'est pas l'idée. C'est juste de bien peser les indications pour que la balance bénéfice-risque reste favorable. On a d'autres situations où finalement, l'identification de la molécule et je pense par exemple au bleu patenté, qui est un colorant qui est particulièrement à risque dans la classe des colorants, nous invite à moins utiliser celui-ci, voire à ne pas le recommander et plutôt favoriser les autres colorants. Ensuite, on a des situations un petit peu plus anciennes, mais qui sont très informatives, où ce suivi épidémiologique a permis enfin, a servi de système d'alerte, en identifiant des molécules qui sont vraiment associées à un risque anormalement élevé de réaction, mettant en cause même son utilisation même. Ça a été le cas de la protinine, ou des dextrans, qui étaient associés à des risques, particulièrement élevés de réaction et finalement ces produits ont été retirés du marché. Alors la protinine revient un petit peu avec un encadrement assez précis de son utilisation, mais c'est des molécules qui ont vraiment, perdu en utilisation. Dans les années 2000, on a par exemple identifié une fréquence anormalement élevée de réactions suite à l'administration d'héparine non fractionnée. Ça a conduit à des recherches plus poussées et ça a permis à l'identification d'une contamination de ces héparines, avec de la chondroïtine hypersulfatée, ce qui était responsable d'une activation de la phase contact et d'une réaction d'hypersensibilité immédiate. C'est parce que, on a identifié ce risque que, le processus de fabrication a pu être corrigé et ça a permis de régler le problème. Enfin, on peut avoir des situations, où on va comparer, l'épidémiologie entre différentes, régions ou différents pays et ça peut s'avérer extrêmement intéressant pour comprendre certains facteurs à l'origine même de la sensibilisation. Savoir comment est-ce qu'on devient allergique à une molécule. C'est ainsi que, là aussi, au décours des années 2000, nos collègues norvégiens et notamment, le docteur Erik Florvag, eh bien, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de réactions au curare en Norvège et très, très peu en Suède. Ils ont travaillé sur, les facteurs d'exposition et ils ont identifié la folcodine, qui est un sirop antitussif dérivé de la morphine et qui possède des épitopes proches des curares, mais ils ont observé que cette folcodine était consommée en Norvège, mais pas du tout en Suède. De manière très pragmatique, ils ont retiré la folcodine de leur marché puisque le service rendu était relativement faible
et ils ont constaté une baisse des réactions au curare. Pour le reste de l'Europe, il a fallu attendre l'étude ALFO qui a été menée en France, notamment par le professeur Mertès, et qui a confirmé le lien entre exposition à la folcodine dans l'année précédant une anesthésie et le risque d'allergie au curare, ce qui a conduit au retrait de la folcodine du marché français, mais aussi du marché européen, et d'autres pays à travers le monde se sont calés sur ces recommandations. On a donc un impact très important dans certaines situations de ces études épidémiologiques et ça reste vraiment quelque chose d'important à poursuivre. Merci. Alors, vous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais quel intérêt de suivre en fait l'épidémiologie par des enquêtes itératives? En fait, c'est assez évident que notre environnement évolue constamment et nos pratiques aussi, elles changent. On ne fait plus l'anesthésie maintenant et on n'opère plus nos patients maintenant comme on le faisait il y a 20, 30 ou 40 ans. Par exemple, le fait de suivre par des enquêtes itératives l'épidémiologie de ces réactions a permis de constater au cours des années 90 une augmentation franche des réactions liées au latex. On était en plein dans l'épidémie de VIH, ce qui a entraîné une demande beaucoup plus importante en latex et pour s'adapter à la demande, les industriels ont un peu accéléré les processus de fabrication en réduisant les processus de lavage des gants et on avait une teneur protéique plus importante dans nos gants. Ce phénomène associé à l'utilisation très large de gants poudrés a conduit à un nombre élevé de réactions parce qu'on a sensibilisé massivement à la fois les patients et à la fois le personnel soignant. Dans la même idée, on a un déploiement de plus en plus large de l'antibioprophylaxie et donc nécessairement, on va voir de manière mécanique une augmentation de la fréquence des réactions puisqu'on expose de plus en plus notre population. Et donc, on doit faire en parallèle de ce travail de suivi, eh bien, un travail de fond pour essayer de faire la part des choses de ce qui est un facteur d'exposition. J'expose plus ma population, j'ai donc plus de réactions, et ce qui est plutôt d'un mécanisme intrinsèque à la molécule avec un risque plus élevé pour la molécule concernée. Le suivi dans le temps, c'est aussi un bon outil pour évaluer l'efficacité des mesures de prévention qu'on met en place. Ça a été notamment le cas avec les mesures de prévention primaire et secondaire pour l'allergie au latex, qui ont eu un impact très important puisqu'on a observé dans nos enquêtes une diminution drastique des réactions liées au latex. On est passé de près de 20% de réactions liées au latex dans les années 90 et 2000 à moins de 5% actuellement avec un phénomène résiduel, mais qui est presque difficilement palpable. Merci beaucoup. Si on revient à votre article, pouvez-vous nous résumer quelles sont les nouveautés apportées par votre étude? Alors, notre étude par rapport aux précédentes montre que clairement les curats restent en tête et ça c'est assez stable au fil des enquêtes. Mais par contre, on voit cette augmentation de la part prise par les antibiotiques. Les antibiotiques occupent 25% des réactions d'hypersensibilité immédiate périopératoire lors de la période 2007-2018, contre seulement 2% sur la première enquête du GERAP qui couvrait la période de 1989. Et chaque enquête montre que cette fréquence augmente. Alors, il y a plein d'explications pour ce phénomène. Bien sûr, il y a au fil du temps des recommandations qui se sont consolidées sur l'utilisation de l'antibioprophylaxie au bloc opératoire. Et nécessairement, plus on expose notre population, plus on va avoir de réactions. Donc, il y a un vrai facteur exposition. Mais d'autres hypothèses peuvent être possibles et pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr des mécanismes qui sont vraiment à l'œuvre. On peut avoir une meilleure déclaration de ces événements, puisque bien sûr, on affine notre méthode de recueil. On peut aussi avoir une augmentation de la sensibilisation de la population générale vis-à-vis des antibiotiques, hein, du fait d'un usage large à la fois dans la médecine humaine, mais aussi dans la médecine vétérinaire. Et puis, on peut aussi avoir des phénomènes plus ciblés avec le choix préférentiel de certaines molécules qui vont porter un risque plus élevé et qui donc vont augmenter en fait la masse de réaction. Comme on l'a discuté tout à l'heure, la part occupée par la céfazoline dans notre enquête est assez intrigant. On le retrouve en France, mais on le retrouve dans beaucoup de pays européens, avec la céfazoline qui est vraiment associée à un nombre élevé de réactions périopératoires. Et c'est intrigant parce que c'est largement supérieur à ce qu'on aurait attendu, vu nos connaissances sur la molécule
qui n'est pas censé donner de réaction croisée avec les autres pénicillines ou avec les céphalosporines. Nos connaissances concernant les mécanismes qui conduisent à la sensibilisation aux antibiotiques et en particulier à la céphalosporine sont vraiment limitées. Et si on se base juste sur l'analyse de structure, probablement qu'on fait fausse route et il faut aller chercher ailleurs l'origine de cette sensibilisation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester très prudent dans nos conclusions parce qu'on connaît très peu de choses sur l'anaphylaxie médicamenteuse, sur l'allergie médicamenteuse et encore plus sur celle liée aux antibiotiques, que nos données sont très fragiles et que donc il ne faut pas se précipiter vers des conclusions hâtives. On voit également dans notre enquête que du fait de la diffusion de l'OFA et de l'analgésie multimodale, on a maintenant une augmentation sensible des réactions liées à la kétamine, à la dexaméthasone ou au néfopam. Ces réactions, elles restent néanmoins extrêmement rares quand on voit le très large usage qu'on fait de ces molécules. Et pour l'instant, il n'y a absolument pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. C'est juste qu'on le détecte parce qu'on les utilise de plus en plus. Et de manière assez surprenante, on s'attendait à avoir une augmentation franche du nombre de réactions à la chlorhexidine, euh, du fait d'un usage maintenant qui est extrêmement répandu, à la fois dans la désinfection cutanée et dans les dispositifs médicaux, puisque maintenant il y a beaucoup de dispositifs qui sont imprégnés à la chlorhexidine. Et finalement, on n'a pas observé cette augmentation dans notre enquête. Et c'est très différent de ce que d'autres pays ont pu observer, comme au Royaume-Uni ou au Danemark, où ces réactions sont plus fréquentes et ça soulève pas mal de questions. Merci beaucoup pour votre réponse. Une dernière question pour terminer. Quels sont les changements attendus pour le futur? Alors, on attend beaucoup de nos prochaines enquêtes et on est très curieux de les voir, mais on attend un petit peu d'espacer la période de recueil par rapport à la dernière pour pouvoir avoir un signal vraiment franc. On attend beaucoup de choses par rapport au retrait de la folcodine du marché français et du marché européen. Bien sûr, l'effet va pas être immédiat parce que, bien sûr, on retire la molécule du marché, mais les gens l'ont possiblement encore dans leur armoire à pharmacie. On sait que les Français aiment bien thésauriser les médicaments. Et donc, il faut un petit peu de temps pour que la folcodine disparaisse complètement des armoires à pharmacie. Mais on s'attend et on espère observer une réduction du nombre de réactions liées au curare. Alors, il est vraisemblable que ces réactions ne disparaissent pas complètement parce que d'autres facteurs environnementaux vont contribuer à la sensibilisation. On a identifié certains produits d'entretien ou produits cosmétiques qui contiennent des ammonium quaternaires, qui est la structure antigénique portée par les curares et qui pourrait contribuer aussi à la sensibilisation au curare. Et puis, les Norvégiens, quand ils ont retiré la folcodine du marché, ils ont effectivement observé une baisse des réactions liées au curare, mais uniquement chez les femmes. Et on est très curieux de voir si on va observer la même chose en France, parce que ça nous inciterait vraiment à aller plus loin et approfondir la recherche dans ce point-là. On attend également beaucoup du signal lié à la chlorhexidine parce que il serait très surprenant qu'on n'ait pas une augmentation de ces réactions-là. Donc, on regarde de près les réactions qui sont liées à la chlorhexidine, qui peuvent avoir une cinétique très différente de ce qu'on a vis-à-vis des curares, puisque la voie d'administration est différente, la voie d'exposition est différente, et on a un spectre de réactions qui est extrêmement large. Mais si on n'avait pas cette augmentation, là aussi, ça nous inciterait vraiment à creuser des choses et aller plus loin en se comparant avec les autres pays qui ont une fréquence élevée pour essayer d'identifier l'origine de cette différence. Enfin, pour les antibiotiques, la question reste vraiment ouverte. On a maintenant une utilisation très large de l'antibioprophylaxie et l'exposition va se stabiliser. Et on arrive maintenant dans une situation où on a à peu près identifié les situations qui sont pour lesquelles l'antibioprophylaxie est recommandée et celles pour lesquelles on ne va pas en faire. On a donc un facteur d'exposition qui va rester stable et on attend beaucoup de l'observation de la tendance des réactions aux antibiotiques et notamment à la céphazoline. Si on voyait une augmentation encore de cette fréquence de réaction, eh bien, ça, là aussi, ça nous inciterait à aller creuser les choses pour trouver les facteurs à l'origine de cette sensibilisation, qu'elles soient dans des réactions croisées avec des antibiotiques ou non, hein, d'ailleurs,
ou alors par une exposition cachée, notamment dans l'environnement, puisque la céphalosporine est utilisée en médecine vétérinaire et on pourrait se sensibiliser, par exemple, par, le biais de l'alimentation. Donc c'est vraiment un point qu'on va étudier avec attention dans les années qui viennent. Merci beaucoup, professeur Takar, pour votre éclairage sur cette question d'importance majeure. C'est tout à fait passionnant. Merci également à tous nos auditeurs pour votre écoute. Vous retrouverez la référence de l'article cité dans cet épisode sur les plateformes du podcast et l'intégralité de nos épisodes également sur toutes les plateformes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.